les sorcières, salut les frères-ciers et bienvenue sur Biche Lunaire. Bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2021 consacrée au sentier des runes. Pour commencer, évidemment, je vous souhaite mes meilleurs vœux, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite du sens et de la magie pour vous et pour vos proches. Cette série de vidéos, je vous l'avais promise, puisque nombre d'entre vous ont déjà suivi l'initiation, le parcours runique du calendrier de l'Avent que nous avons effectué sur le mois de décembre. Évidemment, je ne pouvais pas laisser les vidéos telles quelles pour deux raisons. La première, c'est qu'elles étaient datées et adaptées à un format quotidien. Donc je voulais que n'importe qui, à l'avenir, qui arrive sur la chaîne, puisse bénéficier de ce parcours des runes sans forcément se retrouver dans un contexte de mois de décembre et de calendrier de l'Avent. La deuxième raison, bien sûr, c'est que j'ai continué mes recherches, j'ai des petites choses à vous dire en plus, des petits ajouts à faire, mais je tiens à préciser qu'il y a quand même des choses comme les 3 mots-clés, la question du jour, qui resteront le privilège de celles et ceux qui avaient suivi le parcours initial du mois de décembre. Ça ne figurera pas dans ces vidéos, c'est pas grave, il y aura d'autres choses et elles sont tout aussi complètes. Comme toujours sur cette chaîne, on va essayer d'aller à l'essentiel le plus rapidement possible, sans oublier les choses importantes. Mais je tiens à préciser que ces vidéos seront quand même des formats assez longs parce que, mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et même en voulant aller à l'essentiel, je ne peux pas mettre de côté des choses qui sont quand même importantes. Ce qui va expliquer que le découpage des vidéos va se faire sur les 3 grandes familles de runes. Et chacune de ces vidéos, pour chaque famille, pour chaque aète, on va néanmoins consacrer 30 minutes. Donc je sais que le format sera un peu plus long que d'habitude. Je vais faire au mieux, mais cette durée est nécessaire, elle est minimum pour cette découverte des runes, parce qu'on est bien d'accord qu'on va rester sur quelque chose de débutant. J'estime qu'il faut des années et effectuer ce parcours plusieurs fois et effectuer énormément de recherches pour pouvoir prétendre connaître vraiment les runes. Et je vous avais même précisé dans les vidéos du calendrier de l'Avent que même si j'utilisais les runes depuis 17 ans, je m'étais rendu compte que finalement je les connaissais bien mal et qu'on a toujours des choses à apprendre, des choses à découvrir et des recherches à faire. Pour commencer notre sentier des runes, on va essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que les runes? Que sont les runes? Pour répondre à cette question, le plus simple, c'est encore de les observer. Donc l'ancien foussarque sur lequel nous allons travailler est composé de 24 runes, c'est-à-dire 24 signes que vous pouvez observer ici. Ces 24 runes sont organisées, rangées dans un ordre précis, qu'il est important de retenir également. Et elles sont divisées en 3 familles, 3 aétirs. Et le nom de chaque famille, le nom de chaque aète, est donné par la première rune qui la compose. Vous avez donc l'aète de Féou, l'aète de Hagal et l'aète de Tyr. On dit également que chaque famille est placée sous la protection de divinités. L'aète de Féou, vous allez avoir les divinités Freyr et Freya. L'aète de Hagal, vous avez la divinité Heimdall. Et l'aète de Tyr, vous avez le dieu Tyr. L'ensemble de ces 24 runes compose ce que l'on appelle le foussarque. Quant au nom foussarque, c'est très simple, vous le retrouvez directement dans les 6 premières runes. Le F, le O, le TH à l'anglo-saxonne, le A, le R et le K. Foussarque. Il est important, je pense, à partir du moment où vous avez cette donnée, à partir du moment où vous avez ces connaissances, d'essayer le plus possible de parler de foussarque et non pas de futarque en prononçant à la française, parce que comme nous allons le voir, chaque rune possède un signe, un tracé, et chaque rune introduit un son dans notre système d'écriture. Et il est important d'essayer de prononcer les sons correctement. Plutôt que de dire futarque, il est important de prononcer foussarque. Donc un signe, un son, et là où ça se corse un petit peu par rapport à l'alphabet que nous connaissons, c'est qu'il y a en plus à chaque fois un symbole, que ce symbole désigne un concept, une valeur, on va dire, initiatique et philosophique, mais également une valeur magique et une valeur
divinatoire. Ce qui fait que dès le départ, ce système d'écriture est également un système sacré, un système de mystère. Et ça, vous le retrouvez dans le nom même des runes, puisque le mot rune signifie secret, mystère, murmure, chuchotement. Il y a une notion également d'initiation et d'initié. Et nous allons le voir, hein, l'ordre des runes, la place de chaque rune est très important parce qu'en fait, eh bien, vous avez un véritable parcours. Et c'est pour cela que j'ai appelé cette série de vidéos le sentier des runes, parce que nous allons emprunter ensemble un sentier, un chemin qui comporte un début et une fin. Sur l'origine des runes, il est important de comprendre que nous n'avons pas de vérité absolue. On vient de le voir, le nom même des runes introduit une idée de mystère, une idée de sacré. Eh bien, c'est pareil pour leur histoire, l'histoire de leur découverte, de leur transmission, de leur diffusion. À l'heure actuelle, tous les historiens et tous les archéologues ne sont pas d'accord. Il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été émises, une origine grecque à cet alphabet, une origine étrusque. À l'heure actuelle, le consensus se ferait plutôt autour de cette origine dérivée de l'ancien alphabet étrusque. Pour la diffusion de notre ancien foussarque, ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit donc d'un foussarque d'origine germanique continentale qui a ensuite été diffusé jusque chez les anglo-saxons au travers des invasions des Angles, des Frisons et des Saxons, donc anglo-saxons. Vous avez donc une diffusion de cet ancien foussarque qui sera adaptée phonétiquement sous la forme du foussorque, qui comportera plus de runes, jusqu'à une trentaine, et vous avez également une diffusion de cet ancien foussarque vers le haut en Scandinavie, où là aussi il subira une mutation, une évolution de foussarque norvégien, avec même des branches que l'on appellera le foussarque à brindilles, et ce foussarque-là, le foussarque scandinave qu'utilisaient les Vikings, est composé de 16 runes. Ce qui nous donne l'occasion de tordre le cou à une idée reçue. L'ancien foussarque n'était pas utilisé par les Vikings. L'ancien foussarque à 24 runes n'est pas le foussarque viking. Il est donc faux, lorsque vous voyez certains sites internet qui vous vendent des jeux de runes, il est faux de parler de runes vikings. Si vous voulez utiliser les runes des Vikings, il va falloir vous pencher sur le foussarque dit norvégien, le foussarque à 16 runes. Deuxième chose importante, le foussarque n'était pas utilisé chez les Celtes, on va dire, chez ceux que l'on nomme les Celtes et ceux que l'on nomme les Celtes gaulois, y compris dans le monde celtique. En fait, l'attestation d'une forme de rune celtique que l'on a serait plutôt l'alphabet ogamique, les ogames, qui sont plutôt attestés en Irlande. Et là aussi, on y reviendra, puisque j'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et que je compte travailler pour les mois à venir. Une dernière chose qui sera très importante pour vous, outre l'aspect historique archéologique, alors ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre en description toute une liste de livres qui vous permettront d'aller plus loin. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est très vivement conseillé si vous voulez essayer d'approcher un petit peu l'essence des runes et leur histoire. Donc la deuxième chose importante, c'est la mythologie germano-scandinave. Alors elle est parvenue jusqu'à nous essentiellement au travers d'écrits chrétiens, christianisés, hein, qui ont été rédigés au Moyen-Âge, plutôt au XIIe, XIIIe siècle. Par exemple, l'Edda en prose de Snorri Sturluson, qui était un auteur christianisé, mais qui avait à cœur de nous transmettre son patrimoine, est une des sources majeures de la connaissance que nous avons à l'heure actuelle de la mythologie nordique, germano-scandinave. De même, si vous souhaitez, d'ailleurs à la même époque, vous avez la rédaction de la chanson des Nibelungen, qui peut être très intéressante également d'un point de vue de la mythologie germanique continentale, puisque ces mythologies finalement sont imbriquées, se ressemblent, ont voyagé, ont évolué ensemble. Vous allez retrouver nombre de dieux qui sont communs et de noms qui sont communs. Par exemple, le héros Sigurd, que vous retrouvez dans les Eddas, vous allez le retrouver sous le nom de Siegfried dans la chanson des Nibelungen. Et tout cela constitue un patrimoine européen, un patrimoine qui est très important et qui fait partie de l'essence des runes. Il est impensable
d'étudier les runes en se coupant des divinités et de la mythologie germano-scandinave. Vous allez vous en rendre compte très vite. Ne pas connaître ces divinités, c'est se couper du sens primordial de certaines runes, et même de toute façon de l'ensemble du Fusark. Donc on l'a vu, au niveau des runes, il y aura plusieurs aspects que nous allons pouvoir travailler ensemble. Donc là, on va voir l'historique, l'aspect initiatique, le parcours, découvrir les runes, leurs tracés, leurs sons, leurs sens, etc., etc. Mais à vous ensuite, par la suite, de développer l'usage que vous souhaiterez en faire, documenter bien sûr sur par exemple des usages en magie, parce qu'en magie, on peut tracer un signe, en faire un talisman, une amulette. On peut ne serait-ce que prononcer le nom d'une rune, d'où l'importance d'une bonne prononciation, si possible autant que vous le pouvez. Ça vous permettra ainsi d'invoquer certaines runes lors de rituels. Et puis au niveau du tracé, au niveau de l'écriture, il est possible, alors il y a bien sûr des limites, hein, mais il est possible de traduire certains mots en runes, d'écrire en runes. Ça vous permettra de coder peut-être certaines formulations, certains noms dans votre grimoire ou votre livre des ombres. Mais quand vous essaierez de traduire ou d'écrire en runes, le tout premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas chercher une vérité et une justesse absolue, parce qu'en fait, notre langue, qui est une langue latine, n'est pas du tout adaptée à une transcription runique. Et le second conseil que je pourrais vous donner est de vous baser sur le son, sur l'aspect phonétique du mot, et de ne surtout pas essayer de traduire lettre à lettre, parce que sinon vous serez totalement sur une fausse route. Et je vous mettrai bien sûr en description de la vidéo des liens pour vous documenter sur d'autres chaînes YouTube, sur l'aspect historique, mais aussi sur le fait d'écrire en runes. Une fois que vous aurez effectué le parcours, que vous aurez pris une première connaissance en fait des runes, vous verrez dans la toute dernière vidéo que je vous donnerai quelques clés pour effectuer vos premiers tirages runiques, vos premières divinations grâce aux runes. Pour ce faire, entre-temps, il vous faudra soit avoir fabriqué, soit avoir acheté vos premières runes. Là, vous aurez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous au niveau des matières, des couleurs et des tracés. Donc vous pouvez partir sur des runes comme celles que je vous ai montrées, hein, qui sont les miennes, qui sont mes toutes premières runes que j'avais faites moi-même, avec des cailloux, de simples cailloux ramassés, et puis un stylo à encre permanente pour tracer la rune dessus. Vous avez la possibilité bien sûr d'utiliser du bois que vous allez pouvoir graver, ou plutôt pyrograver. Vous pouvez également peindre, hein, ou tracer dessus. Et vous avez également la possibilité des pierres semi-précieuses avec les runes qui seront gravées. Tout ça, ça va être à votre appréciation, à votre intuition pour choisir vos runes. Parce que bien sûr, vous aurez des variations au niveau des matériaux. La pierre, que ce soit les cailloux ou que ce soit les pierres semi-précieuses, ont un premier toucher qui est plutôt froid, contrairement au bois. Vous n'avez pas le même son suivant que vous choisissez des pierres, des cailloux ou des morceaux de bois. De même, ça n'est pas symboliquement la même chose si vous choisissez une rune qui est dessinée ou une rune qui est gravée. Et ça va être pareil pour les couleurs. La couleur de vos pierres, la couleur de vos cailloux et la couleur de vos runes. Que ce soit tracé, alors plus classiquement avec du noir, du blanc, du doré ou de l'argenté, qui vont être les formes les plus répandues que vous pourrez observer en boutique en général. Bref, vous avez une infinité de choix et de possibilités qui s'offrent à vous. Et là, je vous dirais de vous laisser guider par votre intuition, par vos envies. Et puis, vous pouvez tout à fait vous dire que vous pouvez posséder plusieurs jeux de runes en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies du moment. Personnellement, je possède mon jeu de runes tout modeste en cailloux depuis des années, mais j'ai envie, je pense, de me créer un nouveau jeu de runes qui cette fois-ci serait en bois, puisque j'ai envie de tester un petit peu cette matière pour mes prochaines runes. Petite précision, tout le monde n'utilisait pas les runes, tout le monde ne savait pas lire ou écrire en runes, c'était plutôt le cas d'une élite. De toute façon, en termes de démocratisation, l'écriture utilisée par le peuple,
c'est quelque chose de très récent dans notre histoire. On est bien d'accord là-dessus aussi. D'ailleurs, l'aspect secret des runes, on va dire, est un peu mis à mal de nos jours, parce que toutes les connaissances sont à portée de main, hein, que ce soit ici sur une chaîne YouTube, dans des livres, sur Internet, etc. Mais on va dire que le secret est quand même, je trouve, bien gardé pour deux raisons. La première, c'est que quand vous allez faire des recherches, mais même parfois hein, sur des livres, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'inepties, il y a beaucoup d'idées reçues, et il y a même beaucoup de choses carrément fausses qui sont écrites dans les définitions des runes. Alors des fois on part dans des trucs complètement ésotériques, chamaniques, etc. Bon, ce qui n'est pas un mal en soi, mais alors on va complètement distordre le sens des runes, vous donner des sens, des divinations qui n'ont plus rien à voir avec le sens original des runes. Donc vous allez trouver beaucoup de bêtises sur internet, donc ça c'est une des premières choses qui permet de garder un peu le secret. Et la deuxième chose, vous allez vous en rendre compte, c'est que ça vous demande en fait du travail, ça demande de l'investissement. Vous allez avoir un travail de recherche à fournir, un travail de mémorisation, un vrai travail en fait à effectuer sur chaque rune si vous voulez être en mesure de les connaître et de pouvoir les nommer, les tracer et les utiliser. Donc, comme tout le monde n'est pas prêt à aller au bout du parcours, une partie du secret est toujours bien gardée. Une toute dernière chose qui pourra peut-être vous intéresser en tant que pratiquant et pratiquante de la magie sera de consacrer vos runes avant la première utilisation. Le conseil que je pourrais vous donner là-dessus serait d'utiliser la même technique que vous utiliseriez pour les pierres en magie, c'est-à-dire une consécration en 3 étapes: purification, énergisation et intention. Par exemple, on pourrait imaginer une purification avec l'encens, avec la fumée, avec une fumigation. Pour l'eau, pour le sel, méfiez-vous en fonction de la matière de vos runes. Un rechargement énergétique de vos runes au travers de la lune ou du soleil. Pareil, attention, variation de température, humidité, chaleur, etc. en fonction de la matière de vos runes. Et puis ensuite, vous allez placer vos intentions, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur vos runes et placer vos intentions divinatoires, vos intentions magiques, entrer en connexion avec vos runes. Et puis aussi, tout simplement, avec le temps, apprendre à les connaître en pratiquant, en les utilisant, parce que de toute façon, il n'y aura pas de secret, malgré tout ce que je vous donnerai ici, qui sera essentiellement d'ordre théorique. Il vous faudra passer à la pratique et c'est ce qui vous permettra de connaître vos runes, d'être de plus en plus à l'aise avec vos runes et de pouvoir pratiquer la magie, la méditation, la divination avec vos runes. Et on se retrouve très vite pour la toute première étape de notre sentier des runes. Nous découvrirons ensemble la première famille de runes, la Haie de Féou, la Haie de Freyr et Freya.